Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de certains trucs. Mais avant, je tiens à vous dire, j'ai créé une chaîne en anglais. J'ai un très très mauvais accent en anglais, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour soutenir quand même la chaîne. Abonnez-vous ici aussi, on n'a même pas beaucoup d'abonnés, mais déjà c'est pour voir s'il y a plus de personnes intéressées en anglais pour les entreprises purement américaines. Donc on verra ce que ça va donner, mais abonnez-vous, likez aussi, soit ici, soit là-bas, soutenez la chaîne. Du coup, la première vidéo qui sera publiée sur l'autre chaîne, c'est ma thèse d'investissement sur PayPal. Je ne suis pas allé autant en détail que sur cette chaîne, mais bon, j'ai quand même parlé un petit peu du rapport annuel et certains trucs. Ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas forcément PayPal, mais c'est surtout le business agentique. J'en ai parlé à un collègue tout à l'heure au travail. Le business agentique, c'est quoi? En fait, il y a plusieurs choses qui se passent. On a parlé des data centers et des infrastructures, ainsi que l'énergie qui va être en amont. On a parlé, et bien évidemment, je vais revenir dessus. On a parlé des processeurs d'intelligence artificielle, c'est-à-dire tout ce qui est l'intelligence artificielle elle-même. Donc on peut couper ça en hardware, les puces, tous les trucs reliés aux puces, la machinerie qui fait tout ça, et les entreprises qui font fonctionner cette machinerie pour proposer un service, comme Gemini, OpenAI, Tesla pour les voitures autonomes, plein de trucs. Et puis, à la fin, il y a des entreprises qui proposent des services qui travaillent avec l'intelligence artificielle, justement, pour donner une vraie valeur ajoutée. Parce que là, moi, j'utilise presque chaque jour les trois. Enfin, ChatGPT un peu moins, mais j'utilise beaucoup Gemini et Grok pour faire mes recherches sur les données, pour recroiser des rapports annuels, pour faire plein de choses. Et ça m'aide réellement. Hein, ça m'aide réellement et ça me fait limite gagner de l'argent. Mais ce n'est pas à proprement dit de la vraie valeur ajoutée à l'échelle de l'entreprise. Donc, par exemple, ça ne remplacerait pas mon travail. Vous voyez. Par contre, si jamais l'intelligence artificielle commence à aller sur ce terrain-là, commence à proposer des vraies tâches à faire comme si c'était un humain, voire mieux, automatisable, tout ça, bah là on commence à vraiment aller très loin. Donc on va commencer par donner des exemples pour comprendre de quoi je parle. Sur la première partie, on a dit l'infrastructure. On parle des data centers, donc les constructeurs de data centers, les REIT qui louent les data centers. On parle des Schneider, on parle des Vertiv, on parle de Legrand, on va parler aussi pour le côté énergie de Oklo, on va parler de Total sur le gaz naturel, on va parler de Constellation Énergie, on va parler de Vistra, plein d'énergie companies qui vont, euh, qui vont donner la puissance nécessaire au data center, qui pourront héberger l'intelligence artificielle. Et du coup, on passe d'une chose à l'autre. Maintenant, on va passer à la machinerie. La machinerie, vous connaissez tous très très bien si vous suivez cette chaîne. Le haut de la, enfin, le bas de la pyramide, le fondement même, c'est ASML, qui fait des grosses machines. Ces grosses machines servent à faire fonctionner les usines des fonderies. Par exemple, TSMC. Une usine de fonderie comme TSMC sert à réaliser, imprimer en quelque sorte, ou tout simplement construire les puces commandées par ses clients. Qui sont ses clients? Donc on remonte. C'est Nvidia, AMD, Intel, Apple, Google aussi, avec leur nouveau TPU. Euh, donc ces entreprises-là font la demande à TSMC. Et du coup, Nvidia eux-mêmes, bah, ils reçoivent plusieurs entreprises en prestataire sur tout le côté logiciel. Et puis voilà, on clôt la pyramide. Ça, c'est le côté machinerie. Le côté utilisation de la machinerie, là, ils sont connus. C'est les providers de cloud. Et donc, les providers de cloud ou de services d'IA, premier degré. C'est-à-dire, par exemple, on a du Microsoft avec son service Azure Cloud et son service Copilot en service normal. On a Google Cloud, Gemini, on a Amazon, on a OpenAI, on a Tesla, on a plein de choses. Donc là, on est au milieu. Donc on a parlé de l'infrastructure, maintenant on a parlé de l'intelligence artificielle elle-même. Maintenant, il faut parler de ceux qui vont proposer des services sur ça. Donc regardez, je vais vous parler de deux entreprises qui me viennent en tête et je vais vous expliquer où est-ce que je veux en venir. Donc, on va parler de Salesforce. Salesforce, ça tire une sale gueule depuis le début de l'année. Moins 25%, ça a remonté un petit peu aujourd'hui parce qu'ils ont sorti des bons résultats. Je trouve toujours ça un peu cher.
Mais voilà, c'est tellement croissant et ça surfe sur une vraie, pour le coup, une vraie tendance très très long terme. Et du coup, bah en fait, qu'est-ce qui se passe avec Salesforce? Salesforce, vous savez, regardez le ticker symbole, c'est CRM. D'accord? Si vous avez fait un petit peu de management, gestion de projet, vous savez ce que c'est un CRM. Un CRM, c'est Customer Relation Management. Donc, Customer Relation Management sur un logiciel, on met toute l'entreprise, tous les départements d'entreprise, tous les services de l'entreprise. Et voilà, donc vous avez peut-être un département RH sur le logiciel avec un onglet. Vous avez le département gestion de stock, vous avez le département livrable pour projet, département ci, département ça. Tout est centralisé et ça aide l'entreprise à mieux être gérée. Mais ça ne supprime pas, ça a supprimé beaucoup de postes, mais euh, ça n'a pas évolué depuis 10 ans, 10-15 ans. Par contre, Salesforce parle activement d'agents IA. Et ils veulent vendre ces agents IA. En fait, les agents IA, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à décentraliser des tâches au sein de leur CRM. Donc, au sein de leur logiciel, ils vont commencer à proposer des agents, par exemple, qui vont faire toute la partie RH. C'est pas comme si tu demandais à Gemini de faire une image ou de gérer un mail ou un truc comme ça. Non, là, on est beaucoup plus haut. Là, c'est un agent qui est entre guillemets entraîné à faire une tâche et qui ne sait faire plus ou moins que cette tâche-là et qui va la faire pour l'entreprise, au compte de l'entreprise. Et peut-être que le hiérarchique, par exemple je sais pas, le chef de département, aura une petite tâche en plus de surveillance. Du coup, par exemple, la partie RH, demande de congé, ça tombera plus chez la personne qui s'en occupe, ça tombera directement, et ça sera peut-être H24, sur l'intelligence artificielle dédiée, qui va traiter la demande en fonction des remplaçants, en fonction des demandes, en fonction de la priorité du poste. Bref, peut-être qu'on va avoir la même chose sur le côté gestion de projet. Donc les livrables, c'est lui qui va dispatcher les sections de projet, c'est lui qui va gérer les livrables, c'est lui qui va pas, dimensionner les temps. Même chose pour la gestion de stock, du coup. Avec toutes les bases de données que l'entreprise a accumulées, il pourra faire de la bonne gestion de stock et ça sera peut-être mieux qu'un humain. Bon, là, on avance un petit peu trop vite. Mais rappelez-vous que Salesforce a les moyens de déployer ses agents, ils en parlent, et du coup, eux-mêmes, ils sont en train de passer des partenariats avec Google pour la puissance de l'intelligence artificielle, afin de créer des agents qui vont vendre à ces mêmes entreprises ou à d'autres entreprises dans le monde. Et du coup, c'est incroyable. Bah, ça fera gagner énormément d'argent aux entreprises sur le plan marge opérationnelle et marge salariale. Donc Salesforce est une entreprise très très intéressante, surtout après avoir lu les rapports annuels. Seul point noir, c'est que le trailing 12 months, 35 fois les bénéfices, je trouve ça beaucoup. Regardez, on va faire un truc. CRM, ouais, donc c'est le NICE, bim, voilà. On va mettre 15% de croissance dans les. Voilà. Et on va mettre 25 fois les bénéfices. On fait pas, c'est pas une performance de ouf. On fait 7%. Et voilà, donc on corrige ça. Boum. Et pour le coup, les 15%, là, je pense que c'est possible de les avoir hein, de croissance. Parce que on n'est pas sur un gros business. On est sur une petite entreprise. On est sur une petite entreprise. Elle n'est pas si petite que ça. Hein. Alors, elle fait combien? Elle fait 250 milliards de capitalisation. Ouais, elle est quand même pas mal. On dirait. Ouais. C'est une entreprise qui fait gagner beaucoup d'argent aux autres entreprises. À un moment, elle a été comparée à Palantir. Parce que Palantir fait à peu près la même chose, mais Palantir, c'est plus de la prise de décision stratégique. Et sur le côté civil, pas le côté militaire. Le côté civil, c'est de la prise de décision stratégique. Et c'est intéressant aussi, hein, le Palantir. C'est juste que c'est anormalement cher. Mais du coup, Salesforce, c'est cher. Avec 15% de croissance, on ne fait pas du 10%. Il faudra l'acheter vers 215. Est-ce que ça a touché 215 récemment? Voyons voir. 215 ou. Ouais, presque. Hein. C'est descendu jusqu'à 227. À 227, on aurait fait du 9%, je crois. Ou du 8,5. Mais du coup, pour une entreprise comme ça, peut-être qu'on va faire plus de croissance, je sais pas. Si on fait plus. Non, 15%, déjà, je suis optimiste. Enfin, je suis optimiste par rapport à mon très conservateur en bourse. Du coup, si vous l'achetez tout de suite, vous vous exposez à cette tendance, c'est bien. Vous pouvez mettre une petite partie de votre capital dessus, sachant que c'est surévalué. Vous ne perdrez pas d'argent, ça c'est sûr, sur le long terme évidemment, sauf s'il y a des mauvaises surprises ou voilà. Mais vu la tendance actuelle du monde, de l'automatisation de tout, de l'optimisation des marges et des gains, le capitalisme, tout ça, voilà. Surtout aux États-Unis où on dévore les emplois, on n'a rien à faire
des gens en fait, ça va arriver. Ça va arriver, croyez-moi, ça va arriver. Et du coup, bah voilà, c'est une belle entreprise. Et en parlant des services que proposent ces entreprises sur l'intelligence artificielle, on parle de mon entreprise fétiche, PayPal. Bah, du coup, PayPal, j'ai entendu aujourd'hui, c'était hier ou aujourd'hui, c'était hier. Hier, j'ai entendu, j'ai écouté attentivement la journée des investisseurs avec UBS. Ils ont fait un conf call de 35 minutes où ils ont parlé du Buy Now Pay Later et du commerce agentique. Ils ont passé des partenariats. Alors, ils les ont mis quelque part ici. Venmo, truc, d'accord. Voilà. Ils ont fait des partenariats déjà avec Google, avec Mastercard, avec OpenAI, avec Perplexity. Donc, on a déjà des gros acteurs de l'intelligence artificielle et des données. Pour Mastercard, c'est les données qui sont en partenariat avec PayPal. Pourquoi PayPal? Parce qu'ils ont l'infrastructure de paiement sécurisée. Ils vont utiliser cette infrastructure de sécurité pour permettre aux agents de faire des transactions. Que ça soit en dollars ou pour décentraliser le processus en crypto-dollars avec un stablecoin. Ils ont déjà le PYUSD. C'est un peu l'équivalent du USDT, USDC, mais PayPal en a créé un. Et il a déjà plus de 2,5 milliards de capitalisation. Donc en gros, le commerce agentique bénéficiera beaucoup à PayPal. Et pourquoi j'ai parlé de commerce agentique juste après Salesforce? Parce que le commerce agentique est quelque chose qui va arriver aussi. Imaginez, vous êtes sur votre ChatGPT ou sur votre Gemini, il est bientôt Noël et puis vous voulez acheter, je sais pas, une coque de téléphone. Vous êtes pauvre et vous voulez acheter une coque de téléphone à votre frère. Et voilà, vous tapez coque de téléphone pas cher en forme ou avec logo, je sais pas, Naruto sur ChatGPT. Bah, ChatGPT, déjà, vous pouvez le faire sur Amazon. Ok. Mais encore une fois, sur Amazon, vous allez sûrement payer par PayPal. Et puis voilà, on revient au même. Mais si vous le faites sur ChatGPT, ChatGPT peut-être va vous donner tous les acteurs possibles avec le prix le plus bas. Voilà, donc ça sera peut-être plus intéressant qu'Amazon, je sais pas. Et une fois que vous l'aurez trouvé sur ChatGPT, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ChatGPT vous donne des liens. D'accord? Plus tard, ça sera peut-être, au lieu de vous donner des liens, il vous dit directement, bah voilà, on a ça, on a ça, on a ça, et puis vous pouvez acheter directement sur ChatGPT. Et en achetant directement sur ChatGPT, vous pourrez le faire en évitant les scams et le piratage, avec un petit bouton PayPal qui certifie la sécurité du processus. Et ben c'est là où le commerce agentique intervient. Si on revient à Salesforce, et voilà, donc il y a un agent qui s'occupe, un agent intelligence artificielle évidemment, un IA agent, qui s'occupe de la gestion de stock sur un produit qui n'est pas stratégique parce que ça vient d'être implémenté. Supposons l'agent estime qu'on n'a pas assez de PQ par exemple dans l'entreprise et il veut passer la commande à un certain prestataire, ben, il va faire comment? Il va passer la commande, il va choisir soit celui que l'entreprise a mis dans la base de données, soit le moins cher pour pour la meilleure qualité que l'IA va estimer. Et du coup, comment une IA peut payer? Est-ce qu'une IA, elle aura l'accès au compte de l'entreprise? Non, elle ne pourra pas. Par contre, on pourra lui donner la fonctionnalité d'être connecté à certaines particularités stablecoin. Donc, un stablecoin, comme il est décentralisé, comme il n'y a pas de banque dans le processus, il pourra utiliser stablecoin facilement. Encore une fois, un agent IA sera plus facilement utilisable avec l'infrastructure de PayPal. Et c'est là où je veux en venir. Maintenant que on a parlé de toutes les chaînes de l'IA, il vaut mieux être positionné sur les trois maillons. La data, enfin, pardon, pas la data, mais l'infrastructure à l'énergie, l'IA et les services à l'IA. Donc l'infrastructure, j'y ai été avec Schneider, j'ai gagné ma vie et puis maintenant je suis très lourdement sur Total. Et Total, j'en ai bien parlé sur ma chaîne, hein, j'en ai bien parlé surtout après le début de la chaîne. Et là, voilà, donc je suis bien avec les dividendes, avec un bon retour sur investissement. Et la position est en train de grossir. Bientôt, je vais pas parler de chiffres. Mais voilà, donc je suis positionné sur la partie infrastructure. Côté l'IA en elle-même, j'étais positionné sur Google. Malheureusement, j'ai vendu trop tôt. Sur le côté aval, du coup sur le côté service à l'IA, bah, je suis positionné sur PayPal. À peu près, j'ai encore fait monter ma position. Là, je suis à 4,5%, je pense. J'irai maximum jusqu'à 5-6%, puis voilà. Mais je veux aussi m'intéresser à CRM. Donc, je suis en train de sérieusement me pencher là-dessus aussi. Mais ça, c'est côté US. Hein, parce qu'avec les dividendes de Total, je ne pourrais pas acheter Salesforce. Donc, j'achèterai sûrement les entreprises en watchlist éligibles en PEA. Donc, LDC, Pernod Ricard,
ce genre de trucs dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Mais côté US, dès que j'aurai du cash, je verrai soit je renforce PayPal, soit j'initie Salesforce. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu de ma thèse d'investissement sur Susciclia que je suis en train de remarquer. N'hésitez pas à liker, commenter, donner vos remarques, vous abonner. Et soutenez la chaîne en anglais aussi. Abonnez-vous là-bas, likez là-bas et puis soyez bons et forts pour le reste de la journée. Allez, au revoir.